Alors, la semaine dernière, nous avons passé en revue les plus vieux textes coptes, fin 3e, début 4e siècle. On a vu que ce sont surtout des livres, en tout cas des textes littéraires ou scolaires, hein, avec une tablette. Et à travers ces bribes, ces miettes, on a essayé de voir un petit peu à quoi ressemblaient les premières personnes qui ont commencé à esquisser des lettres coptes sur des textes, sur du papyrus. Mais vous aviez vu qu'il n'y avait aucun, de cette période, aucun document, aucun texte de la vie de tous les jours, sauf une exception que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, l'ostracone que vous avez sous les yeux conserve le texte d'une lettre privée, écrite dans une forme de copte archaïque et datant, d'après les éditeurs, de la fin du IIIe siècle. Il a été trouvé à Kélis. Kélis se trouve dans les oasis, dans l'oasis de Dakhla. Aujourd'hui, le nom du village le plus proche s'appelle Ismant el-Kharab. Il fait depuis une vingtaine d'années l'objet de fouilles archéologiques autour d'un projet qui s'appelle le Dakhla Oasis Project, notamment avec des universitaires australiens. Alors la date ancienne de cet ostracone, que je vous remontre, dans un site où le reste du matériel est beaucoup plus récent, plutôt dans les années 350-380, j'aurai l'occasion d'y revenir, tient au fait que l'on a affaire à un remploi. Cet ostracone, effectivement, était un tesson réutilisé dans une voûte en berceau d'une pièce en brique servant au stockage, au sud d'un puits, dans l'angle, pour être très exact, dans l'or nord-ouest du Téménos, c'est-à-dire du sanctuaire interne du temple de Toutou. Et je vous montre ici un plan du temple de Toutou. Donc notre ostracone aurait été trouvé dans cette zone-là, dans une voûte. Il servait de tesson de calage. À cette époque, on fabriquait les voûtes en utilisant des morceaux de poterie pour caler les voûtes. Et ce temple abrite donc un culte en l'honneur de Toutou. Toutou est une divinité vénérée à Kélis. Vous voyez à quoi elle ressemblait dans l'angle de la diapositive. Le culte de Toutou semble attester jusqu'au milieu du IVe siècle. Et les pièces où l'ostracone fut retrouvé sont évidemment très antérieures à cette date. Selon l'archéologue Colin Hope, qu'il a découvert en 1997, elles peuvent être datées de la seconde moitié du IIIe siècle. Le texte est écrit, ce qui n'est pas banal, sur la partie interne, donc la partie concave d'un tesson de céramique qui, sur sa face externe, porte des décorations, comme vous le voyez ici. Et cette céramique est datée par l'archéologue Colin Hope aussi de la seconde moitié du IIIe siècle. Alors l'écriture, comme vous le voyez, peut-être, elle est un petit peu effacée, mais elle est assez malhabile, et du coup, rien n'est plus difficile à dater que les écritures malhabiles. Et il est donc difficile de confirmer par la paléographie les données stratigraphiques ou céramologiques que je viens de vous présenter. Mais cette date ancienne semble bien correspondre à l'orthographe et à la langue du texte, qui témoignent d'une phase archaïque de copte. Alors, regardons un petit peu à quoi ressemble le contenu de ce texte. Alors, vous avez ici la première édition, celle de Gardner, qu'il a reprise en 2004 dans un volume, ou en 2014, pardon, en 2014 dans un volume des papyrus de Kélis. Alors, je vous lis la traduction. Je salue Pse, malheureusement, le nom est ici, est à cheval sur deux lignes, et on n'a pas les dernières lettres et on n'a pas les premières lettres de la ligne suivante. Donc, je salue Pse. Il semblerait quand même, en regardant de près la photo, qu'on puisse lire quelque chose comme Psenta, un nom Psentas, qui est par ailleurs attesté, pas tellement, mais bon.
Et surtout, donc, je salue ses enfants, et Out et ses enfants. Je salue Moni. Alors Moni, c'est un nom un peu bizarre, il semble que ce soit un nom avec une apocope, le nom Ammonios, Ammoni, et on aurait fait tomber la première voyelle, donc Moni. Donc je salue Moni et ses serviteurs, Imoutes. Je vous écris parce que, et alors là, on a un problème, parce que la fin de cette ligne, et surtout celle-là, est tellement effacée qu'on n'arrive pas à lire ce qui s'y trouve écrit. Et ensuite, le texte s'arrête. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est précisément à ce niveau-là que se situait véritablement le message de cette lettre, le reste n'étant que des salutations. Alors, cet ostracon a fait l'objet d'une seconde édition en 2004 de la part de Rudolf Kasser, le grand coptisant, notamment spécialiste des dialectes, et là il avait fort à faire avec ce texte écrit dans une variété de copte un peu bizarre. Alors, je vous montre son édition que j'ai mis en parallèle de celle de Gardner. Alors, vous verrez que le texte est un petit peu différent. Il le comprend de la façon suivante. Je salue Psen. Bon, et là encore, il propose le nom Psenos, mais j'avoue que ce n'est pas ce que je lis sur la photo. Et ses enfants, et Out et ses enfants. Je salue donc Moni à comprendre comme Ammoni et ses serviteurs. Oui, c'est moi, Imoutes, qui vous écrit. Donc là, vous voyez qu'il y a une variante considérable parce que dans l'édition de Gardner, Imoutes était considéré comme une de ces personnes que le rédacteur de l'Ostracon saluait, alors que là, d'après la construction de Kasser, ce serait le rédacteur de la lettre. Oui, c'est moi, Imoutes, qui vous écrit ceci en, et alors il manquerait vous dans le texte, à ce niveau-là, nous avons confiance. Et là où Gardner, le premier éditeur, ne lisait rien, lisait juste un pi plus la vague phrase de 3 lettres, eh bien, Kasser propose de lire le verbe ou une forme du verbe grec peito, qui peut vouloir dire avoir confiance. J'avoue que sur la photo, j'aurais du mal à lire un θ, je lirais plutôt un sigma. Nous avons en copte le verbe pisser qui veut dire bouillir ou cuire, faire cuire, etc. Et on pourrait du coup comprendre, mais là c'est une hypothèse que je lance, mais de façon peut-être très imprudente, on pourrait peut-être comprendre, je vous écris ceci, 2 points, ten pisser, faites bouillir, ou commencez le processus de cuisson, adgen, sans nous, c'est-à-dire sans moi. Bon, c'est, comme je vous dis, très, très hypothétique. Toujours est-il que ce texte présente une langue qui est déjà du copte, mais avec des archaïsmes. Ainsi, aux lignes 3 et 5, on a un mot qui peut paraître bizarre, qui est le mot echot, qui veut dire enfant, et qui est employé là où on entendrait plutôt le mot copte habituel, chéré, qui est par ailleurs utilisé très souvent dans le matériel papyrologique qui a été trouvé sur le même site, mais quelques décennies plus tard. Il se trouve que le mot echot est attesté, outre sous la forme, une forme proche en boaïrique, mais on voit mal comment faire intervenir le boaïrique, qui est un dialecte du Nord, donc nous sommes ici dans les oasis, nous ne sommes pas du tout là où on parlait le boaïrique. Le mot hérot est attesté dans des textes en vieux copte, notamment un texte que nous avons déjà rencontré, le Old Coptic Horoscope, qui vient de Thèbes et qui date de la fin du 1er siècle. Alors, on a la colonne 4 à la ligne 128. Donc on aurait là peut-être la trace d'un vieux mot copte qui aurait disparu du copte, sauf dans le dialecte du Nord, dans le delta, en boaïrique. Alors cette impression d'ancienneté est surtout corroborée par les signes supplémentaires qui sont utilisés par l'auteur de ce texte, dont la forme la plus proche est celle justement des textes en vieux copte que nous avons eu l'occasion de voir les semaines précédentes. Alors,
je vais vous montrer, on va passer en revue très rapidement ces signes. Vous allez voir qu'ils n'ont, pour ceux qui connaissent un peu le copte, ils n'ont rien à voir, ou pas, disons, ils sont assez éloignés de la forme standardisée que l'on trouve dans les textes coptes. Alors, je vous ai mis ces signes supplémentaires. Donc, vous voyez, le premier, celui qui est en haut, qui correspond au shai, donc le son che, qui normalement a cette forme en copte. Eh bien, vous voyez que dans notre ostracone, il a la forme d'un 3 qui est assez éloigné, mais qui est la même que celle qu'on retrouve dans des textes en vieux copte, notamment dans toujours notre Old Coptic horoscope qui nous accompagne. Et voilà la forme que cette lettre a dans ce texte, et vous voyez que c'est à peu près la même. De même, à la place du phai, on a ce signe-là, alors qui pourrait être considéré comme un phai, mais écrit de façon cursive. Au lieu de faire comme ça, la personne a préféré faire comme ça. Et là, c'est une forme qui est assez inédite, puisque dans les textes en vieux copte, on a plutôt cela. On a aussi une lettre qu'on appelle le hai, qui est rendue ici par deux signes, très bizarrement. Alors, un signe qui ressemble assez à la lettre, à la forme que la lettre aura dans le copte, disons, standardisé, hein, ici, mais par contre, on a une forme ici qui est un petit peu différente et qui s'approche peut-être vaguement de ce que l'on a ici en vieux copte. De même qu'on a peut-être ici ce qui correspondrait au ori copte, mais vous voyez que la forme est absolument complètement différente. Peut-être que cela se rapproche d'un signe qui rend l'aspiration, enfin le son H, dans des textes en vieux copte, mais ce n'est pas sûr. Avant-dernier signe, on a un janja, mais qui a une forme extrêmement différente, là encore, de la lettre en copte, et qui se rapproche en revanche du janja ou de ce qui correspondra au futur janja copte dans les textes en vieux copte. C'est juste la barre transversale qui est légèrement plus haute. Et enfin, on a dans un mot, mais ce n'est absolument pas sûr, quelque chose qui pourrait être un kima, mais c'est un passage qui pose problème parce qu'on pourrait y voir le kima copte ici, qui aurait été dans un second temps corrigé. On a l'impression qu'il y a une surcharge d'encre, quelqu'un a corrigé la lettre, mais pour lui donner une forme tout à fait bizarre qu'il est assez difficile de comprendre. Alors, on le voit, ces lettres supplémentaires sont proches de celles, la plupart du temps, que l'on trouve dans les textes écrits en vieux copte. Et diffèrent de la forme finale qu'elles auront en copte. On n'y retrouve pas d'ailleurs une des lettres supplémentaires qu'on a en copte, qui est le ti, cette croix qui vaut le son ti, qui est ici marqué tout simplement avec un to et un iota. Et le ti, on le sait, est une innovation du copte. Vous vous souvenez que dans les textes en vieux copte, nous n'avions jamais trouvé ce caractère spécial. On n'y observe pas non plus dans notre ostracone de mots grecs, ces fameux mots grecs, si fréquents dans le copte, sauf peut-être le mot peito, si nous reprenons l'hypothèse que Casser avait développée dans sa réédition en 2004. Il se pourrait enfin que certaines formes atypiques ou non attestées ailleurs puissent résulter tout simplement d'une ignorance du scripteur encore mal habitué aux lettres supplémentaires. En tout cas, tout cela oriente vers une datation ancienne et vers une phase quelque peu antérieure à celle du copte. C'est pour cette raison que son premier éditeur, Gardner, y voyait non pas du copte, mais du vieux copte. Alors, la question est d'importance, car nous avons affaire au plus ancien document connu et il n'est pas indifférent de le rattacher soit au vieux copte, soit au copte. Les conséquences de cette catégorisation, de cette classification, sont très lourdes. Si l'on considère l'ostracone de Kélis comme étant du vieux copte, on souscrit à une vision qui prône une forme de continuité entre le monde des temples païens, inventeur du vieux copte, nous l'avons vu, et celui du christianisme promoteur du copte. Comme l'écrit
Gardner, en conclusion de sa première édition, je le cite, « Le vieux copte n'était pas simplement une tentative plutôt restreinte d'écrire un certain nombre de textes religieux païens, magiques et astrologiques, il se réfère plutôt à un certain nombre de systèmes concurrents pour écrire la langue copte émergente. Ceux-ci pouvaient être utilisés à des fins purement laïques, et comme le montrent les substantielles découvertes des textes documentaires coptes du IVe siècle à Ismant el-Kharab, donc Kélis, j'aurai l'occasion de revenir sur ces découvertes la semaine prochaine, le rôle prépondérant généralement donné au temple et à l'Église dans l'effondrement du démotique et l'émergence du copte a sans doute besoin, dit-il, d'être réévalué. La question de savoir si le triomphe d'une orthographe copte standardisée et la disparition de ses rivales étaient directement liées au processus de christianisation reste à confirmer. Si tel était le cas, la pièce publiée ici serait une rare relique de copte païen, mais laïque antérieurement à sa christianisation. C'est moi qui lui fais parler là, serait une rare relique de copte païen avant l'évangélisation complète de l'Oasis. Fin de citation. Alors, si on dit les choses autrement, cet ostracone serait un témoignage de la diffusion du vieux copte, inventé dans les temples, mais, dans les temples, dans un milieu encore païen, mais cette fois-ci laïque, antérieurement donc à sa christianisation. Il atteste un emploi beaucoup plus large du vieux copte en dehors des milieux sacerdotaux et semble contredire le lien qu'on a fait entre christianisme et usage laïque d'une écriture grecque notant l'égyptien, c'est-à-dire le copte. La conception qui sous-tend cette interprétation de l'ostracone de Kélis s'inscrit dans la théorie de la continuité qu'a développée David Frankfurter, Religion in Roman Egypt, Assimilation and Resistance, publié à Princeton en 1998. Ce savant est réticent à accepter la césure entre vieux copte et copte, tel que, par exemple, Jan Quareber l'avait explicité dans son étude de 1982 de la préhistoire de l'étude copte, publiée dans Orientalia Lovaniensia Periodica. Le copte est, selon lui, selon Frankfurter, passé directement des temples dont il est le produit dans les monastères. From the House of Life to Coptic Scriptorium, de la maison des vies dans les scriptoria des monastères, pour reprendre le sous-titre d'un des chapitres de son livre. Je le cite, la notion de continuité démographique entre les anciennes maisons de vie, vous vous souvenez, ce sont ces écoles sacerdotales dans les temples dans lesquelles on apprenait le démotique, le hiératique, etc. La notion de continuité démographique entre les anciennes maisons de vie et les monastères requiert seulement que, parmi ceux qui entraient dans un milieu monastique, il y ait eu des individus qui aient été originellement formés dans les traditions sacerdotales, païennes, et qui, ainsi, aient apporté avec eux la langue des rites et des traditions, peut-être déjà en copte. Un argument pour cette continuité, continue Frankfurter, pour cette continuité démographique est évidemment le médium copte lui-même, alors que son usage s'est systématisé pour la littérature chrétienne au IVe siècle, le système d'écriture tire probablement ses origines des temples où il était usité à des fins rituelles. Ainsi, quelques scribes coptes des premiers temps ont fort bien pu introduire dans les monastères en même temps que leur compétence à traduire en copte les opinions traditionnellement relatives au pouvoir de l'écriture et des textes sacrés vocalisés. Fin de citation. Alors, ce modèle de la continuité que l'on rencontre souvent défendu par les égyptologues habitués avec l'Égypte pharaonique à des logiques de permanence et de fixité. Et
évidemment, je ne parle pas de ceux qui se réclament d'une idéologie de la continuité au nom d'une dette du christianisme envers la religion égyptienne traditionnelle. Donc ce modèle de continuité s'oppose à un modèle de la rupture promu par Roger Bagnall dans son article « Combat ou vide, christianisme et paganisme dans l'Égypte romaine tardive », paru dans Ctema 1988. Et ce n'est pas un hasard si, contrairement à l'autre théorie de la continuité défendue plutôt par des égyptologues, eh bien, ce soit un papyrologue qui ait défendu une opinion ou une position contraire. Donc Roger Bagnall a tenté dans cet article de montrer que pour des raisons politico-économiques, notamment la baisse, on a eu l'occasion de le voir, et puis l'arrêt des subventions d'État au temple qui était devenu déjà très dépendant de l'État romain, eh bien, le christianisme s'est installé dans un paysage religieux désolé où le paganisme était déjà agonisant et n'était pas en mesure d'assurer une continuité. À regarder de près, l'ostracone de Kélis ne permet pas de soutenir le modèle de la continuité. Tout d'abord, son origine païenne est rien moins que douteuse. Ce n'est pas parce qu'il a été trouvé dans un temple païen, ce n'est pas parce qu'il a été trouvé dans le temple de Toutou qu'il a été écrit par un prêtre. Nous ne devons pas oublier que cet ostracone a fait l'objet d'un remploi. Rien ne dit que ce morceau ce tesson de poterie ne vienne pas de l'extérieur du temple. Par ailleurs, rien dans le texte ne confirme l'appartenance de son auteur au paganisme. L'absence de mots grecs, si toutefois on ne suit pas l'hypothèse de Casser, l'absence de mots grecs, dont on a vu que ces mots étaient fortement liés au christianisme, ne peut d'ailleurs être brandi comme une preuve du paganisme de son rédacteur. Le texte est trop court et ne contient que des salutations, à l'exception des 2 ou 3 dernières lignes. Bon, il n'y avait pas de place pour des mots grecs. Et ces salutations ne pouvaient faire place à des emprunts venus du grec. S'il n'était pas le fait d'un païen, cet ostracone serait alors un singulier exemple de l'emploi de vieux coptes dans les milieux chrétiens. Mais la question qui se pose finalement, c'est de savoir si l'on a vraiment affaire à du vieux copte, comme le prétend Gärtner. La dénomination de vieux copte, pour notre ostracone, sous prétexte que l'écriture en est archaïsante, avec des signes égyptiens plus proches du démotique, plus proches des signes en vieux copte, que du copte standardisé, a été rejetée avec raison, là encore, par Roger Bagnall, dans un autre article intitulé Linguistic Change and Religious Change, Thinking about the Temples of the Fayum in the Roman Period, paru en 2005. Roger Bagnall reprend à son compte la césure traditionnelle entre vieux copte et copte, arguant que seul le second manifeste ce que l'on pourrait appeler un vrai système de communication, alors qu'avec le premier, nous avions affaire plutôt à des expérimentations cherchant à rendre l'égyptien par un mixage d'écriture. Il y a, dit-il, un océan entre ces expérimentations philologiques et le système scriptural de l'ostracone de Kélis, en dépit du fait qu'ils partagent quelques traits fondamentaux comme le caractère non stabilisé des lettres démotiques et l'absence de mots grecs. Leur donner à tous deux l'étiquette vieux copte introduit plus d'obscurité que de clarté. Alors, on pourrait arguer contre les vues de Bagnall que le vieux copte ne peut se réduire à, pour reprendre son expression, quelques expérimentations philologiques, prenant la forme de gloses dans les textes rituels ou de traductions aidant à vocaliser l'égyptien dans le cadre d'un enseignement sacerdotal, comme on a pu le voir, contrairement au copte qui, lui, représente un système scriptural complet, une écriture rendant une langue.
on a vu aussi que le vieux copte avait été utilisé pour des textes suivis, des textes astrologiques, des textes magiques. Mais en dépit de ces textes qui témoignent d'un usage plus diversifié, plus perfectionné, disons, du copte, puisqu'il ne s'agit pas juste de quelques glosses dans les marges, mais il s'agit vraiment de textes complets, de textes suivis, bien, en dépit de ces textes, il n'en reste pas moins une différence fondamentale entre le vieux copte et le copte. Le copte a servi de moyen de communication, alors que le vieux copte, même dans sa forme la plus élaborée, n'a jamais servi qu'à rendre, sous une forme plus compréhensible, un patrimoine rituel figé. Le vieux copte participe d'un système autoréférentiel, fermé sur lui-même, alors que le copte est une langue véhiculaire permettant à des individus de partager des informations sans cesse changeantes, en prise sur le réel, en mesure de s'adapter à n'importe quel type de discours, bref, une écriture capable de rendre la langue parlée par des individus qui l'utilisent, en même temps que de fixer un texte sacré sur lequel s'appuyer leur nouvelle pratique religieuse, le texte biblique. Aussi, doit-on dépasser l'opposition entre la vision continuiste et celle qui prône la rupture entre vieux copte et copte. Si continuité il y eut, c'est avant tout au niveau graphique, avec le système des lettres supplémentaires mis en place dans les temples dès la fin du 1er siècle et que le copte reprendra avec une adaptation graphique qui tournera le dos démotique en hellénisant ces signes, comme nous aurons l'occasion de le voir prochainement. Mais la rupture est fondamentalement dans la fonction de l'écriture. Alors que le vieux copte est conçu pour la meilleure compréhension et la meilleure prononciation de textes préexistants, se réclamant d'une culture traditionnelle, et qu'il est coupé de la pratique de la langue courante, eh bien le copte, lui, est un médium écrit qui tente d'épouser le mieux possible cette langue courante, lui permettant ainsi d'acquérir le statut de langue véhiculaire dans le domaine aussi bien de l'écrit quotidien, comme le montre l'ostracone de Kélis, que celui du livre, avec donc la mise par écrit de la Bible, comme nous l'avons vu les semaines précédentes. Il se trouve que ce changement de fonction que visualise la ligne de démarcation entre vieux copte et copte correspond aussi à un changement de milieu, puisque tous les manuscrits littéraires, à l'exception ambiguë et avec l'exception ambiguë de l'ostracone de Kélis, tous les documents, comme nous allons le voir, sont le fait de chrétiens. En disant cela, on n'explique pas vraiment le pourquoi de l'émergence du copte. Cette polarité religieuse, qui ne va pas de soi, entre vieux copte et copte, nécessite d'être creusée. Mais il nous faut préalablement examiner les premiers textes documentaires qui ancrent indubitablement le copte dans les milieux chrétiens, puisqu'il y a une ambiguïté avec le texte de Kélis. Je reviendrai donc plus tard sur cette difficile question. En attendant, contentons-nous de ne pas surinterpréter l'ostracone de Kélis et d'y voir ce qui est déjà en soi, je dirais, terriblement intéressant, une tentative ancienne d'élaboration de copte à des fins de communication. Eu égard à certaines caractéristiques paléographiques qui ne survivront pas, il pourrait être le témoignage d'une de ces expérimentations multiples qui ont vu le jour en divers lieux et qui n'ont pas pris. Pour citer Casser, cet ostracone serait l'œuvre d'un professionnel audacieux et inventif, pionnier de la copie copte tout à ses débuts, explorateur de voies nouvelles, improvisant la solution de ses problèmes au fur et à mesure qu'il progressait dans la fabrication de son petit essai, 18 mots, sans penser peut-être que l'amalgame de graphèmes grecs et démotiques, dont, s'affranchissant des règles les plus strictes de sa profession, il faisait usage pour son petit billet, pourrait un jour être suffisamment perfectionné et régularisé pour servir à copier de longs textes littéraires dans des codex nombreux et épais. Alors, on sombre un petit peu dans le romanesque là. Mais l'important est le caractère innovant de cette entreprise,
qu'elle soit due à l'auteur lui-même ou au groupe dans lequel il vivait, et qui, loin d'être dans la continuité du vieux copte, marque les efforts d'un Égyptien pour ouvrir une nouvelle voie. Plutôt que de parler de vieux copte avec l'ambiguïté de cette expression, dont je vous avais déjà dit qu'elle ne me satisfaisait pas totalement et à laquelle je préférais celle de pré-copte, il serait plus légitime de qualifier ce texte, dont la langue est bien du copte, je le rappelle, de qualifier ce texte de proto-copte. Et là, je reprends la terminologie de Rudolf Kasser, qui parle plus précisément, excusez-moi, le caractère technique de l'expression, de protocopte à graphème vieux copte. Alors, je vous ai mis sous les yeux la classification que Kasser a fait de toutes les expérimentations qui ont mené au copte. Donc, ce qu'on appelle le prévieux copte, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il serait plus satisfaisant de l'appeler système graphique gréco-égyptien. Ensuite, une deuxième phase qui est celle du vieux copte, divisée en deux sous-phases, le copte ancien, qu'on pourrait appeler pré-copte ancien, puisque, enfin, c'est en tout cas ce que je proposerais, d'éviter d'utiliser vieux copte, mais je sais très bien que changer la terminologie ajoute encore plus de confusion, donc on va garder l'expression vieux copte. Vieux copte ancien, donc vous vous souvenez du papyrus Schmidt ou de l'Old Coptic Horoscope, dont je vous ai encore reparlé tout à l'heure, et puis une deuxième sous-phase qui est le vieux copte tardif avec le papyrus Mimo et surtout le grand papyrus magique de Paris. Puis ensuite, là on a une vraie césure et on passe au copte proprement dit. Cette césure, elle correspond donc au milieu aussi dans lesquels on se trouve. 1, 2A et 2B correspondent à des milieux païens, alors que là, nous entrons dans un autre type de milieu, des milieux chrétiens. Alors on verra ce qu'il faut voir aussi derrière cette étiquette de chrétien. Et là, donc, on a le protocopte à graphème vieux copte. C'est notre ostracone de Kélis, à cause justement de ces signes un peu curieux, ou c'est aussi le papyrus Bodmer VI, dont j'ai parlé la semaine dernière. Et puis nous avons ensuite le protocopte à graphème classique, et ensuite on arrive, disons, au copte standardisé. Donc vous voyez qu'il serait légitime, ou plus légitime de qualifier ce texte de protocopte et d'y voir les balbutiements de l'écriture copte naissante avant sa standardisation. Et donc il est à reprocher, de ce point de vue-là, dans l'ordre, disons, des manuscrits littéraires du papyrus Bodmer VI, qui, malgré ses signes en vieux copte, est bien du copte, comme notre ostracone. Et dans le cas du papyrus Bodmer VI, il n'y a aucun doute sur le christianisme de son auteur et de ses lecteurs, ce qui malheureusement n'est pas le cas de l'ostracone de Kélis. On a beau chercher, nous n'avons pas d'autres documents coptes du IIIe siècle. Le seul autre qui ait été situé à cette période, ou au début, disons, du siècle suivant, est un papyrus du Michigan, de provenance inconnue. Vous l'avez ici sous les yeux. Cette datation est manifestement une erreur. Ce texte, qui est une lettre, ne peut être si ancien, car cette lettre suit le format qu'adoptent les lettres dans le courant du Ve siècle. Vous voyez par exemple qu'elle adopte un format horizontal, avec une hauteur plus petite que la largeur, ce qui est tout à fait contraire au format qui est en vigueur au IVe siècle. Voilà, typiquement, je vous ai même mis une lettre de Kélis pour rester dans les oasis, typiquement la forme d'une lettre à cette époque. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. Par ailleurs, la diplomatique, la structure du texte est complètement différente de celle qui était en vigueur pour une lettre au IVe siècle. Nous n'avons pas dans le papyrus du Michigan de ce qu'on appelle un prescrit, c'est-à-dire l'introduction un tel à un tel bonjour, où le nom de la personne qui écrit est suivi du nom de la personne à qui la lettre est envoyée. Là, nous rentrons de but en blanc, dans le texte, dans le contenu de la lettre, ce qui est typique des lettres après, disons, à partir du Ve siècle. Voilà. Et là, je vous ai mis toujours par
comparaison, par opposition, une lettre qui, elle, est bien du IVe siècle, et là, vous voyez qu'elle commence toujours par un prescrit. To curiomu patriomo, à mon maître et père Horus, de la part de Pécusis. Bonjour dans le Seigneur. Bon. Et puis, dernière différence entre une lettre du IVe siècle et la lettre du papyrus Michigan, c'est que vous constatez la présence de croix au début et à la fin du texte, ce qui est typique des textes à partir du Ve siècle. La croix apparaît comme une espèce d'automatisme graphique chez les chrétiens pour écrire n'importe quel type de texte au début et souvent à la fin des textes, à partir dans le courant du Ve siècle. Quand vous avez une croix avant, c'est qu'il y a un problème de datation. Et là, manifestement, et vous voyez que dans ce texte du IVe siècle, il n'y a pas de croix en début de texte. Donc, il n'y a absolument aucun doute, notre texte n'est pas du IIIe, IVe siècle, mais est très certainement du Ve, VIe siècle. Donc, exit, nous n'avons qu'un seul document copte aussi ancien, c'est bien l'Ostracon de Kélis. Alors que nous avons plusieurs textes littéraires susceptibles de dater de cette période, donc nous n'avons qu'un seul document. Ce déséquilibre est d'autant plus étonnant qu'il est contraire, absolument contraire, au ratio habituel entre texte littéraire et texte documentaire. Vous savez, on a trouvé des dizaines et des dizaines de milliers de papyrus en Égypte. Eh bien, on a plus de 6 fois plus de papyrus documentaires que de papyrus littéraires. Or, il se trouve que là, c'est exactement le contraire. Et donc, ce déséquilibre est étonnant et doit nous interroger. La fonction d'un texte littéraire est très différente de celle d'un texte documentaire. Le premier, un texte littéraire, c'est quoi? C'est un objet culturel dont la diffusion est censée dépasser le plus souvent le cas particulier de celui qui le possède. Un livre n'est pas copié pour une personne, il est copié pour que le texte puisse se diffuser plus largement. Et donc, il s'inscrit dans la durée et il relève d'une activité de l'esprit qui peut être purement intellectuelle, mais aussi revêtir des formes plus spécifiques comme l'édification religieuse. Alors qu'un texte documentaire, un document, est un texte véhiculant des informations utiles dans le cadre limité de ceux qui les écrivent et qui les lisent, s'inscrivant normalement dans l'urgence de l'action quotidienne. Lettres, pétitions, contrats, documents administratifs. Chacun, texte littéraire ou texte documentaire, chacun documente des activités humaines très différentes. Et en cela, le décalage qu'il y a pu y avoir à la fin du IIIe siècle entre l'usage du copte dans le domaine documentaire par rapport au domaine littéraire n'est pas anodin. Il faut attendre le siècle suivant pour voir véritablement éclore une production documentaire en copte, alors même que la production littéraire continue en s'intensifiant. Alors, pour mieux comprendre ce décalage, il faut maintenant examiner ces premiers documents coptes qui, contrairement aux textes littéraires, ont l'avantage d'être plus aisément contextualisables. Vous vous souvenez qu'avec les textes littéraires qu'on a vus les semaines précédentes, on avait toujours le problème de savoir d'où ils provenaient et de savoir qui vraiment les ont écrits et dans quel milieu ces textes s'inscrivaient. Ce n'est pas le cas justement avec les documents qui, dans la mesure où ils s'inscrivent dans l'action présente, eh bien, nous font connaître les acteurs de cette action. Par exemple, dans une lettre, la personne qui écrit la lettre et à qui la lettre est adressée. Et le contexte dans lequel elle se développe, le lieu, le milieu. Les textes documentaires nous seront donc d'une extrême utilité pour mieux comprendre le profil des utilisateurs du copte des premières générations et les rapports qu'ils entretiennent avec l'autre langue, le grec. Alors, au IVe siècle, la documentation copte se fait infiniment plus visible. Le nombre de textes littéraires, tous bibliques, se multiplie, mais ceux-ci se font cette fois-ci devancés très nettement par le nombre de textes documentaires. Le copte documentaire se développe véritablement durant ce siècle, IVe siècle. Mais plutôt que de les passer en revue, ce qui serait fastidieux et inutile,
Je voudrais me focaliser sur les milieux dont ils proviennent et sur leur nature en liaison avec les documents grecs trouvés dans le même contexte. Pour cela, donc, je vais m'attacher avant tout aux ensembles, c'est-à-dire aux archives qui, en tant qu'ensemble documentaire homogène, offrent l'intérêt de mieux dessiner le profil de leurs acteurs et de contextualiser plus précisément l'usage concomitant du copte et du grec, puisque dans ces archives, nous trouvons très souvent les deux langues. Alors, le plus ancien ensemble contenant du copte documentaire est celui du monastère mélicien d'Ator, qui se situe dans le nome Sinopolite ou Héracléopolite. Alors, il y a un problème de localisation, parce que dans certains documents, on dit que ce monastère dépend du territoire du nome, le nome étant un district du nome Héracléopolite. Dans d'autres, on nous parle du nome Sinopolite, et il est probable qu'on ait affaire à un établissement religieux qui est situé à la frontière des deux nomes, frontière qui a pu se modifier selon les époques. Alors, je vous ai dit monastère mélicien. Alors, je vous rappelle que les Méliciens se réclament de Mélès ou Mélicios de Lycopolis. Ce personnage, après que la dernière persécution, celle de 303-312, eut conduit maints chrétiens à abjurer, ce qu'on appelle les lapsies, eh bien, Mélicios ou Mélès avait adopté une position rigoriste, refusant la réintégration de ces lapsies dans l'Église, contrairement à l'attitude beaucoup plus modérée de l'évêque d'Alexandrie, Pierre. Alors Mélès, profitant de l'emprisonnement de ce dernier, avait même commencé à ordonner ses propres évêques à créer une hiérarchie mélicienne. Cette tendance schismatique fut sanctionnée légèrement au concile de Nicée en 325, mais persista encore même après le décès de Mélès en 328, avant de décliner sous Athanase, l'évêque d'Alexandrie célèbre. Il n'en reste pas moins qu'on trouve encore des Méliciens au VIe siècle. On a un très joli dossier de papyrus de 511-513 qui documente un monastère mélicien, donc au début du VIe siècle. Les archives du monastère d'Ator constituent pour l'instant le plus ancien témoignage direct du schisme mélicien, et leur publication en 1924 a fait sensation, car pour la première fois, il était possible d'observer le conflit entre l'évêque d'Alexandrie, Athanase, et les Méliciens par les yeux de ces derniers. Alors, le monastère d'Ator ou de Pator, ça dépend si vous mettez l'article égyptien devant ou pas, je l'appellerai Ator par simplicité. Le monastère d'Ator est connu par deux archives. Celle de son supérieur Appa Paieus, qui est aussi appelé Pageus dans certains documents, mais c'est tout simplement deux orthographes du même nom. Donc les archives d'Appa Paieus, Appa, c'est un titre religieux, ces archives sont de la décennie vont entre 330 et 340 à peu près. Et puis les archives de son successeur, direct ou non, appelé Néphéros, qui s'étendent de 360 à peu près 370. Alors les premières contiennent 10 lettres, dont 6 en grec et 4 en copte, plus un texte juridique grec, qui est d'ailleurs terriblement passionnant. C'est une procuration qui est donnée par le supérieur, donc Appa Paieus, à un certain Gérontios, pour le remplacer à la tête du monastère durant son déplacement au concile de Césarée, où il a été appelé à siéger par l'empereur Constantin. Texte qui est daté du 14 mars 334, ce qui, avec les autres données chronologiques qui sont livrées par une lettre de ce dossier, ancre chronologiquement le dossier avec précision et fait des lettres coptes, qui elles ne sont pas datées, qui en font les plus anciens textes coptes datables assurément. Les secondes archives, celles de Néphéros, contiennent 26 lettres
dont 24 en grec et 2 en copte, ainsi que 16 autres documents, des contrats, des reçus fiscaux, etc., qui sont tous en grec. Alors, dans le premier dossier sur lequel je vais m'étendre un petit peu, le ratio de lettres coptes par rapport au grec est très élevé. On en a 4 contre 6. Comment expliquer la répartition par langue? Certainement pas par le profil linguistique de celui qui les reçoit. Elles ont toutes été envoyées à Appa Païeus, le supérieur du monastère, dans la mesure où elles sont toutes envoyées à ce personnage. On ne peut pas penser que la personne qui écrivait a utilisé une langue de façon à être compris par son interlocuteur, puisque c'est toujours le même. Et de toute façon, en tant que supérieur du monastère, Appa Païeus avait de quoi se faire traduire les lettres qui lui arrivaient s'il ne comprenait pas, en tout cas, la langue dans laquelle la lettre était écrite, en l'occurrence le grec, puisque Païeus est un nom égyptien, ça veut dire celui du chien. Il est donc plus raisonnable de motiver l'emploi de la langue utilisée dans nos documents selon le profil linguistique du rédacteur. Et ainsi de penser que le grec était utilisé par des Grecs et que le copte était utilisé par des Égyptiens. C'est toutefois cette catégorisation schématique et recevable, comme nous essaierons de le voir plus tard. Mais il est malaisé de faire le départ entre les deux. Alors, on peut essayer le critère onomastique. Sur les 4 lettres coptes, 2 sont écrites par des personnes portant des noms égyptiens, le nom Atré, qui vient d'un mot égyptien qui veut dire le jumeau, le nom Bès, la divinité Bès. 2 sont écrites par des personnes ayant un anthroponyme grec. Alors Dikaios, encore qui est un petit problème sur cette lettre, parce qu'on ne sait pas si Dikaios est la personne qui écrit ou la personne à qui la lettre est adressée, mais je pense que c'est bien la personne, le rédacteur de la lettre. Donc Dikaios, nom bien grec, qui veut dire le juste, et Timothée ou Timothéos, là aussi nom grec. Quant aux lettres grecques, sur les 6, eh bien, 2 sont écrites par un moine portant un nom égyptien, Eriius, qui vient de Eriou, ils sont satisfaits. Une par quelqu'un dont le nom est, je dirais, gréco-égyptien, c'est-à-dire Orion. Orion, vous reconnaissez Horus, or, mais vous avez un suffixe grec après, donc ce qui en fait un nom un peu mixte. Et puis 3 par des personnes au nom bien grec, Callistos, Kairisios, et je ne les ai pas mises à l'écran, Kairisios et Pénès. Alors vous voyez, la situation apparaît embrouillée. On a des personnes portant des noms grecs qui écrivent en copte et des personnes portant des noms égyptiens qui écrivent en grec. Mais nous avons déjà vu que le critère onomastique n'était plus opérant à cette époque, et il est probable que s'ils ne sont pas des équilingues, vous vous souvenez de ce que j'avais dit de cette catégorie de personnes la semaine dernière, eh bien Dikaios et Timothéos sont bien des Égyptiens. Inversement, un nom égyptien est normalement porté par un Égyptien et non par un Grec, sauf les noms égyptiens qui ont été, si je puis dire, neutralisés ou désethnicisés pour avoir été portés par un saint illustre et que les Grecs peuvent ainsi donner à leurs enfants par dévotion. Mais ce type de comportement onomastique sera surtout en vigueur plus tard. Donc, s'il apparaît a priori normal que Atré et Bès, écrivant en copte, ils ont des noms égyptiens, donc c'est normal qu'ils écrivent en copte, il faut se demander pourquoi Hiereus, qui a un nom égyptien, s'il n'est pas un équilingue, écrit en grec. Mais pour achever de brouiller la situation, on constate que des personnes portant des noms grecs et écrivant en grec, et donc a priori des Grecs, écrivent tellement mal le grec qu'on les soupçonne d'être des Égyptiens. Ainsi, Callistos, auteur de la lettre la plus importante de notre dossier. Vous l'avez ici, c'est le P. Londres 1914.
eh bien, Callistos a de fortes chances d'être en copte, selon l'éditeur Harold Bell. Son orthographe est souvent incorrecte. Voici le texte tiré de la Dew Databank, et toutes les petites astérix que vous voyez marquent des fautes d'orthographe. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Callistos se laisse aller à la répétition et la parataxe, c'est-à-dire l'accumulation d'éléments non liés entre eux, ce qui n'est pas très grec. Et justement, pour Bell, il considère cela comme un indice de copticité. Alors, voici deux exemples de phrases un peu bizarres que repère Bell. Ils vinrent apportant avec eux les soldats du duc et ceux du camp. Ils vinrent aviner à 9 heures ayant fermé le camp. Vous voyez qu'il répète le mot vinrent, eltassi, sans aucune liaison. Hein, le mot, je cherche le deuxième, eltassi, voilà, eltassine, et il n'y a absolument aucune liaison. Une autre phrase que repère Bell, Athanase a appris qu'Archélaos a été arrêté, Athanase est très découragé. Et là encore, vous voyez que vous avez une répétition d'Athanasios et chaque fois, il manque la particule de liaison. Si tel était le cas, c'est-à-dire si notre Callistos est bien un copte, il faudrait alors chercher la raison qui a poussé Callistos à écrire en grec. Or, ça pourrait tenir à la fonction de cette lettre. Et la fonction du papyrus 1914 est tout à fait particulière. Il ne s'agit pas de n'importe quelle lettre privée. Pour suivre l'excellente description qu'en a donnée Hans Hauben, l'expéditeur, sans doute un membre de cette communauté milicienne, un clerc peut-être ou un moine, se trouve à Alexandrie, où semble se tenir ou se préparer une rencontre importante de responsables miliciens, parmi lesquels plusieurs évêques. Il est témoin d'une série d'incidents à caractère religieux, dont les miliciens sont les victimes. Certains, dont lui-même, sont passagèrement arrêtés et interrogés par les autorités civiles. D'autres sont menacés et maltraités par des bandes de civils et des militaires excités. D'autres encore sont incarcérés à l'instigation d'Athanase, l'évêque d'Alexandrie et chef suprême de l'Église d'Égypte. Je vous rappelle que Athanase a tenu ce poste assez longtemps. Il a été évêque d'Alexandrie de 328 à 373. Tout en donnant l'impression que ce dernier joue un rôle prépondérant dans la répression des dissidents, la missive nous apprend que sa position devient de plus en plus précaire, ce qui sape son assurance et le rend progressivement nerveux et agressif. Ainsi, cette lettre fait office de rapport sur la situation politique des miliciens et leur relation avec le pouvoir épiscopal alexandrin. Aussi, l'importance qu'elle revêt du fait des informations qu'elle véhicule pourrait expliquer que son auteur ait choisi de s'exprimer en grec, langue qui était auréolée d'un prestige plus formel et d'un caractère d'officialité que n'avait pas encore le copte. Mais est-il bien sûr que nous ayons affaire à un auteur égyptien? C'est une question que je me pose. En regardant de près le texte, en regardant de près les fautes qu'il commet, eh bien, on constate que, certes, il a une mauvaise orthographe, certes, il ne soigne pas son style, mais que, en fait, bien des prétendues erreurs dont sa lettre est truffée ne sont que des vulgarismes, c'est-à-dire des tournures propres à la langue parlée. Les parataxes ou les répétitions que Bell invoque à l'appui de la copticité de notre épistolier peuvent fort bien être mises sur le compte de la précipitation et de l'état de terreur dans lequel il se trouve. Et d'ailleurs, cet état de terreur, il ne le cache pas dans sa lettre. Je voudrais vous lire la fin de cette lettre, une partie. « Je t'ai écrit pour que tu saches dans quel désespoir nous sommes. Athanase s'est emparé d'un évêque de Basse-Égypte et l'a fait enfermer dans le Makelum, donc marché de viande,
ou abattoir. Et il a fait enfermer un prêtre de la même région, lui dans l'Application, il semblerait que ce soit une prison de tribunal, un diacre dans la prison principale, peut-être la prison du gouverneur, et jusqu'au 28e jour du mois de Pacon, Eraïskos aussi est resté enfermé dans le camp. Je remercie Dieu d'avoir mis fin à son calvaire. Et le 27e jour, il a fait quitter le pays à 7 évêques. Émis et Pierre en font partie, le fils de Toubestis. Ne nous abandonnez pas, frères. Donc vous voyez qu'il est dans une situation difficile. Le ton de... Et ce que je vous ai lu, ce n'est qu'une partie de la lettre. Vous avez juste après un appel au secours pour que le récipiendaire leur envoie du pain, car il souffre même de famine, il n'arrive plus à s'alimenter. Le ton de la lettre est celui d'un homme apeuré. Dans ces conditions, Callistos n'a pas le temps ni l'envie de faire du style en corrigeant ce que son expression peut avoir de trop relâché ou de trop négligé. Il parle une langue de tous les jours et le caractère répétitif et paratactique de son style n'est que le reflet de l'urgence de la situation et je trouve rend bien cette espèce de halètement de l'homo sabour. Aussi serais-je tenté de ne pas voir dans Callistos un Égyptien, mais bien un Grec, ce qui correspond d'ailleurs à son nom, un Grec dont les déficiences de la formation scolaire, n'avaient pas une bonne orthographe, on l'a vu, sont accrues par la situation dramatique dans laquelle il se trouve. S'il n'est donc pas étonnant que Callistos s'exprime en grec, qu'en est-il de Éréeus, qui écrit 2 lettres en grec alors qu'il est sans nul doute égyptien du fait de son nom. Son orthographe fautive confirme son égyptianité, mais on a vu avec Callistos que ce n'était pas toujours un bon critère. Plus encore, je mettrai en avant sa syntaxe des cas qui est tout à fait hésitante. Il se trouve en outre qu'une des 2 lettres dont il est l'auteur porte de sa main une adresse en copte qui redouble curieusement celle en grec. Alors je n'ai malheureusement pas de photo à vous montrer, mais voici le texte de l'édition. Donc vous voyez que la ligne 38 et 39, eh c'est du copte, et la ligne 40, qui est écrite tête bêche par rapport à ce texte copte, eh bien, vous avez une adresse traditionnelle de lettres, c'est-à-dire ce qu'on écrivait sur le dos de la lettre une fois qu'elle était enroulée, donc le nom tout simplement de la personne qui écrit, de la personne surtout à qui la lettre doit être remise. Et donc vous voyez, je vous traduis l'adresse grecque à donner au prêtre Païéus de la part de son frère Éréeus, voilà, avec des croix ici qui sont écrites à l'encre et qui sont écrites à l'emplacement où la ficelle passe une fois le rouleau replié et scellé. Donc l'adresse copte, la présence de une seconde adresse en copte est bizarre, elle était d'autant plus énigmatique qu'elle ne correspond pas, elle ne traduit pas l'adresse grecque. Alors, l'éditeur ne propose pas de traduction, si ce n'est de la dernière partie de traduction de cette adresse. J'y verrai le mot copte pouar, qui peut vouloir dire ouar, qui peut vouloir dire l'endroit où l'on vit, le logis, peut-être l'hôtellerie, je ne sais pas. Et par contre, la fin est claire, né petou, ça signifie de la montagne, c'est-à-dire du monastère, puisque le mot grec oros comme le mot copte tou pouvait désigner à la fois la montagne, c'est-à-dire tout simplement la partie désertique légèrement plus élevée de la vallée du Nil, dans laquelle les monastères s'installaient. Donc il pourrait s'agir d'un lieu indiqué à l'adresse du porteur de la lettre, ou peut-être d'ailleurs d'un toponyme, parce qu'on a un certain nombre de lieux-dits en égyptien ou en grec qui commencent par le mot pouar, qui veut dire donc l'endroit, l'habitation de, et on a donc un certain nombre de toponymes qui ont cette forme-là, et donc ça pourrait être une indication toponymique bien précise que l'auteur de la lettre a rajouté, en plus de la lettre
de l'adresse traditionnelle, avec juste le nom de la personne qui écrit, de la personne qui doit le recevoir, et donc peut-être à l'attention du porteur de la lettre. On a d'autres exemples d'indications rajoutées, ce qu'on appelle en grec une sématia, c'est-à-dire une indication toponymique qui est ajoutée à l'attention de celui qui transporte la lettre et qui doit la porter à quelqu'un qui ne se localise pas toujours facilement. Alors, de toute façon, peu importe savoir ce qu'il y a décrit dans ces deux lignes de copte, ce qui m'intéresse ici, c'est que nous ayons la preuve que Héréius connaissait le copte, mais qu'il préfère s'exprimer en grec dans le corps de la lettre. Et donc là, on a quelque chose d'un peu particulier. Pourquoi notre Égyptien qui connaît le copte, qui s'adresse à quelqu'un qui connaît le copte, va utiliser le grec, et nous essaierons d'expliquer ce paradoxe la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, pardon, plutôt la semaine d'après, puisque la semaine prochaine, c'est l'Ascension, et donc nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Je vous remercie.